Les volcans sont des géants assoupis. Le jour où ils décident de se réveiller, gare à la catastrophe. Des millions de personnes vivent dans leur ombre menaçante. Même les volcans tombés dans l'oubli peuvent connaître un regain d'activité du jour au lendemain, sans que rien ne le laisse présager. L'histoire du volcanisme en dit long sur les scénarios susceptibles de se produire à l'avenir. Volcanologues, climatologues et géologues, tous ces scientifiques tirent des enseignements des catastrophes passées pour tenter de sauver des vies. Ils sont un peu comme la Belle et la Bête. Comment mieux comprendre les deux visages de ces géants assoupis? Ces événements ne sont pas toujours prévisibles. Et ils font des victimes. Istanbul est la plus grande métropole d'Europe avec plus de 14 millions d'habitants. La plupart ne soupçonnent pas qu'une éruption volcanique a influencé l'histoire de leur cité. Son histoire révèle le funeste destin qui menace bien des villes. Quel que soit leur éloignement des volcans, aucune n'est à l'abri. En l'an de grâce 541, Istanbul porte le nom de Constantinople. La capitale de l'Empire byzantin est la proie d'une mystérieuse épidémie qui décime la population. Impuissant, l'empereur Justinien et son peuple sont désespérés. Un ennemi invisible s'est rendu maître de l'Empire. Majesté, l'air est devenu irrespirable. Un fléau s'est abattu sur la ville. Que comptez-vous faire? Celui qui est honnête et droit n'a rien à craindre. Alors qu'il demande au ciel ce que nous avons fait. La ville est jonchée de cadavres. Quelle est la raison de ce malheur? C'est peut-être à plus de 3000 km au nord de l'actuel Istanbul qu'il faut chercher la réponse. Dans l'est du Groenland, une équipe internationale de scientifiques a établi un campement. Le but de leur expédition, étudier le climat du passé. Johannes Freytag de l'Institut polaire Alfred Wegener espère que la glace du Groenland livrera les secrets des changements climatiques passés. Il cherche à mettre en évidence des variations soudaines du climat. Au Groenland, la température peut tomber à moins 18 degrés même en été. Ces terres inhospitalières, loin de toute civilisation, sont l'endroit idéal pour réaliser des forages de carottes de glace. Ici, la couche de glace est particulièrement fine. Sur seulement 500 mètres de profondeur, sont concentrés quelques 100 000 ans de l'histoire du climat. L'endroit où est effectué le forage n'est pas anodin. Si la glace présente des anomalies dans les couches supérieures, il faut refaire le forage plus loin. Ça descend jusqu'à cette couche. Ici, on voit bien la délimitation entre l'eau de fonte de l'été dernier, qui a gelé à nouveau, et au-dessous, la masse de glace plus ancienne.
Les fines couches de glace sont comparables aux anneaux annuels de croissance des arbres. Il faut veiller à ne pas les abîmer lors du forage. Plus le forage progresse, plus les scientifiques remontent le temps. Mais le travail doit être régulièrement interrompu pour éviter que le carottier s'échauffe et qu'il fasse fondre la glace. Les chercheurs devraient maintenant avoir atteint l'époque de l'épidémie de Constantinople. La glace va-t-elle parler? Vas-y. 30. La conductivité électrique de la carotte de glace permet de dévoiler de précieux éléments. Au VIe siècle de notre ère, la glace révèle une augmentation soudaine de la concentration de soufre dans l'atmosphère. Cela doit correspondre à un pic d'activité volcanique. Les traces de soufre sont contenues dans 10 cm de glace, soit environ 2 ans. On ne sait pas de quelle période il s'agit exactement, parce qu'on n'a pas encore daté précisément la glace. L'épidémie de Constantinople pourrait-elle avoir un lien avec une éruption volcanique? Au cours des mois précédant ces événements, le climat est perturbé, comme l'attestent des sources historiques datant de l'an 536. Depuis des mois, le soleil est blême, été comme hiver. Tout le monde craint qu'il ne brille plus jamais. Le vin est aigre, maigres sont les récoltes. La neige est si abondante que les oiseaux en meurent. C'est comme si l'enfer était remonté des entrailles de la terre. Les causes de cette période de refroidissement restent énigmatiques. À maintes reprises dans l'histoire de la Terre, les forces de la nature ont détruit la vie à la surface du globe. Les volcans n'éjectent pas seulement des cendres dans l'atmosphère, mais aussi des gaz sulfureux. Lors d'éruptions violentes, le nuage de fumée soufrée peut s'élever à plusieurs kilomètres de haut. En altitude, le soufre se combine à l'eau. Il en résulte une couverture nuageuse contenant de l'acide sulfurique qui laisse filtrer peu de rayonnement solaire. Un exemple récent à l'échelle de notre histoire illustre bien les conséquences de ce phénomène. En 1815, en Indonésie, le volcan Tambora se réveille soudainement. Pendant les 3 heures que dure l'éruption, le Tambora crache une pluie de cendres suivie de nuées ardentes qui provoquent la mort de près de 10 000 personnes, auxquelles viendront s'ajouter les mois suivants de très nombreuses victimes du nuage émis par le volcan. Les récits de l'éruption spectaculaire du Tambora parviennent jusqu'en Europe. Et porté par les courants atmosphériques, le nuage de soufre ne tarde pas à atteindre notre continent. Sous l'action du soufre, le ciel se teinte de rouge sang, offrant de magnifiques couchers de soleil qui seront immortalisés notamment par le peintre William Turner. Cette beauté est aussi le signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Les mois suivant l'éruption, une vague de froid s'abat sur l'Europe. Les intempéries ravagent les récoltes, provoquant la plus grande famine du XIXe siècle.
il est difficile d'évaluer le nombre de victimes provoquées par le nuage de soufre. À l'échelle mondiale, le volcan a sans doute fait 10 fois plus de victimes qu'en Indonésie. Beaucoup de personnes sont contraintes de quitter leur pays. À Bremerhaven, à l'Institut polaire Alfred Wegener, les échantillons de glace du Groenland vont être analysés. Il s'agit de savoir si, effectivement, une éruption volcanique a eu lieu au VIe siècle, à la même époque que l'épidémie de Constantinople. Dans les chambres froides de l'Institut Alfred Wegener sont conservées des centaines de carottes de glace. Les scientifiques n'ont pas encore pu identifier le volcan qui a bouleversé le climat au VIe siècle. On reconstitue le climat du passé à l'échelle mondiale. C'est comme un puzzle. Pour cela, on a des carottes de glace provenant notamment du Groenland et de l'Antarctique. Le résultat de l'analyse confirme que les traces de soufre présentes dans la glace datent bien du VIe siècle. Au moment où la vague de froid s'est abattue sur Constantinople, un volcan jusqu'alors inconnu a donc émis un nuage de soufre qui a recouvert l'hémisphère nord. En poursuivant leurs travaux, les chercheurs constatent qu'aucun autre échantillon de glace datant de cette époque ne contient de soufre. L'équipe doit encore examiner et dater avec précision de nombreux échantillons. Un travail de très longue haleine. La carotte provenant du Groenland est analysée une nouvelle fois. Millimètre par millimètre, le scanner rend visible chaque strate de glace. Un nouvel indice apparaît. À quelques années d'intervalle, 2 éruptions volcaniques ont modifié le climat. Or, l'épidémie de Constantinople est survenue après la 2e éruption. Cette dernière a laissé des traces au pôle Nord et au pôle Sud. En toute logique, le volcan à l'origine de l'éruption devrait donc se trouver à mi-chemin, à proximité de l'équateur. Au Salvador, s'élève la silhouette de l'Ilopango, un volcan jusqu'alors peu remarqué. Les traces de sa dernière éruption ont été recouvertes depuis longtemps par la forêt tropicale. Robert Dull de l'Université d'Austin au Texas est un spécialiste de l'étude des écosystèmes du passé. Convaincu que l'Ilopango a provoqué le bouleversement climatique du VIe siècle, il veut étayer sa théorie. Voici un aperçu de la zone qui a volé en éclats lors de l'éruption. Cette éruption a dû être gigantesque. Elle a enseveli toute la région sous une couche de cendres de plusieurs mètres d'épaisseur. La cendre volcanique n'a pas grand-chose à voir avec la cendre ordinaire. Il s'agit en fait de roches pulvérisées. La violence de l'éruption a réduit en poussière d'énormes quantités de lave. Il s'agit d'une éruption explosive qui s'est produite instantanément à l'échelle géologique, quelques jours tout au plus, mais avec un volume phénoménal de matériaux éjectés d'un seul coup. Robert Dull s'efforce de reconstituer précisément l'éruption. En décryptant les indices géologiques, il constate qu'il ne s'agit pas de la première éruption. Il découvre des traces de cendres plus anciennes autour du lac Ilopango. Tant que le géant est assoupi, rien ne laisse présager le danger qui menace. À l'époque, un lac de cratères occupait déjà le sommet du volcan. La chambre magmatique du volcan se trouve sous le lac. La pression y augmente lentement jusqu'à atteindre un seuil critique. Les gaz libérés par la lave en fusion commencent alors à s'élever. De la vapeur d'eau produite par la chaleur de la chambre magmatique forme une nappe de brouillard au-dessus du volcan. Soudain, le couvercle de la chambre saute comme un bouchon de champagne.
Lorsque le panache volcanique retombe au sol, des nuées ardentes se forment, composées entre autres de coulées pyroclastiques. Ce mélange de cendres et de roches, qui peut atteindre la température de 700 degrés, balaye tout sur son passage. Impossible d'échapper à une coulée pyroclastique, ni de s'en protéger. C'est la mort assurée. Personne n'a pu survivre à cet enfer dans un rayon de 1000 km². Aujourd'hui, seule la cendre qui recouvre le paysage permet d'imaginer la puissance phénoménale de l'éruption. L'importance de l'éruption se mesure à l'épaisseur de la cendre dispersée aux alentours. Plus on en trouve loin du cratère, plus on a de points de mesure, ce qui permet d'évaluer avec plus de précision l'ampleur du phénomène. Pour aller à la recherche des grands volcans, les études sur Terre ne suffisent pas. À bord du navire Météore, une équipe du centre de recherche océanographique allemand Geomar explore les fonds marins au large du Cap-Vert. Les chercheurs pensent avoir localisé un jeune volcan juste sous le navire. Comment naissent les volcans? Ils apparaissent à l'endroit où le magma se ferait un chemin à travers la fine croûte terrestre. Si leur surface donne une impression de calme, ce n'est qu'une apparence. Les scientifiques utilisent un véhicule ROV, grâce auquel ils espèrent recevoir les premières images d'un environnement jusque-là inexploré. Le véhicule sous-marin téléguidé descend dans les profondeurs à la vitesse de 60 cm par seconde. Le voyage jusqu'au fond de l'océan Atlantique va durer près de 2 heures. À 4000 mètres de profondeur, le magma a trouvé un nouveau chemin vers la surface. Un volcan est en train de se former par des éruptions successives et une nouvelle terre fertile va apparaître dans ces grandes profondeurs. Pour mieux appréhender l'échelle temporelle de l'influence volcanique sur la vie terrestre, les scientifiques du Météore recherchent d'autres indices. À l'aide d'une foreuse, ils prélèvent au fond de l'océan des échantillons de sédiments qu'ils remontent ensuite à bord. Les carottes de forage contiennent toutes les particules qui proviennent de la surface des océans et se sont déposées au fond, y compris la cendre volcanique. Le géologue Stephen Kuterolf recueille des échantillons de cette cendre partout dans le monde afin de déterminer la fréquence des grandes éruptions volcaniques. Si on trouve dans un échantillon 10 couches de cendre, on va analyser la manière dont la cendre s'est dispersée. Seule cette analyse permet de faire d'autres estimations. Par exemple, le volume de matière éjectée lors d'une éruption. L'analyse de la cendre présente un avantage essentiel. À la différence du soufre, un type de cendre est associé à un volcan en particulier. C'est un peu comme une empreinte digitale. Chaque volcan expulse un type de cendre unique à chaque éruption. Au centre Geomar sont conservés des échantillons provenant du monde entier. Stephen Kuterolf va pouvoir comparer la cendre recueillie au fond de l'océan aux échantillons témoins. Il analyse plusieurs sédiments prélevés sur le fond du Pacifique, au large des côtes d'Amérique centrale. La nature des cristaux contenus dans la cendre lui donne une idée de l'endroit d'où provient cette dernière. Apparemment, les matières minérales sont semblables à celles recueillies lors de la dernière grande éruption de l'île Opango. La composition exacte des cristaux révèle que la cendre provient effectivement du Salvador, même si elle a été retrouvée à des centaines de kilomètres au fond du Pacifique.
On a établi avec certitude une corrélation entre les échantillons de cendres prélevés au fond de l'océan et l'éruption de l'îlot Pango. D'après le résultat des analyses, la cendre s'est dispersée sur une surface de 1,2 million de kilomètres carrés, soit environ 2,5 fois la superficie de la France. Il est désormais avéré que l'éruption de l'îlot Pango a expulsé plus de cendres et de gaz dans l'atmosphère que n'importe quel autre volcan au cours des 2 derniers millénaires. Au Salvador, la végétation a repris ses droits depuis longtemps. Quant à la date de l'éruption de l'îlot Pango, elle demeure incertaine. Les stigmates de l'éruption ont presque totalement disparu. Au point que l'on peut se demander si les traces de soufre trouvées dans les échantillons de glace proviennent vraiment de l'îlot Pango. On voit ici une vallée très large et assez plate, enrichie de cendres volcaniques tombées pendant plusieurs millénaires, qui a contribué à la grande fertilité du sol. On comprend ce qui a attiré les populations dans cette région. Les terres agricoles masquent les séquelles de l'éruption, si bien qu'il devient très difficile de déterminer la date à laquelle elle s'est produite. La cendre volcanique se compose de matières non organiques, comme les débris de roches ou les fragments de verre. Mais il est impossible de déterminer leur âge. Pour obtenir d'autres indices, Robert Dull doit se rabattre sur l'étude des restes d'organismes vivants détruits lors de l'éruption. À cet égard, les fragments de bois sont parlants. Le bois a été en partie carbonisé par la cendre, mais n'a pas entièrement brûlé en raison du manque d'oxygène dans l'air. Fort de ces éléments, Robert Dull parvient à mieux délimiter l'époque de l'éruption. C'est une capsule temporelle, un moment précis qui a été figé dans la cendre. Tous les morceaux de bois qu'on déterre, que ce soit des fragments ou des troncs entiers, tout ce qu'on peut sortir de la cendre nous aide à établir la date de l'éruption. Robert Dull et ses collègues savent apprécier ces découvertes. Le bois calciné est composé de substances chimiques qui se désagrègent année après année. L'analyse de ces substances en laboratoire permet de déterminer la date de la mort de l'arbre. Ces échantillons nous ont permis d'affiner la date présumée de l'événement. La fourchette s'est réduite de 120 à 20 ans. À présent, on peut affirmer que l'îlot Pango n'est pas entré en éruption au 5e siècle, mais au début du 6e. L'éruption est suivie d'une période de refroidissement de 15 ans qui touche aussi Constantinople. L'épidémie mystérieuse continue à se propager. Désespérés, les hommes se tournent vers Dieu. L'empereur Justinien ordonne même des baptêmes dans l'espoir d'apaiser la prétendue colère divine. En vain. De plus en plus de personnes tombent malades et meurent. Dans le sillage du nuage de soufre, la maladie se répand de l'Empire byzantin à l'Europe. Nous retrouvons sa trace à Munich. À Aschheim, un des faubourgs de la ville, un grand nombre d'habitants étaient morts soudainement, si bien qu'il avait fallu enterrer les corps dans des fosses communes. Ici aussi, le temps a presque entièrement effacé les traces de l'éruption. Seules les dents des victimes pourraient en receler.
Holger Scholz, de l'Institut de microbiologie de la Bundeswehr, espère résoudre ce mystère grâce aux méthodes de la médecine légale. Pour protéger les prélèvements des impuretés, il faut revêtir une combinaison. Il suffirait qu'une seule squame entre en contact avec les échantillons pour contaminer les dernières traces d'ADN. Les chercheurs sont parvenus à isoler le génome de la bactérie à l'origine de la maladie infectieuse la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité, la peste. À l'époque, il y avait de grandes famines. Les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. De plus, les rongeurs, qui ont largement contribué à la propagation de la peste, s'étaient rabattus sur les villes où ils trouvaient encore de quoi manger. La population a été encore plus exposée à la bactérie qu'elle ne l'était déjà. La bactérie de la peste vit dans le sang des rongeurs, et la puce en est le vecteur de transmission à l'homme. En changeant d'hôte, elle transmet la bactérie. Par conséquent, chaque fois qu'un homme est en contact avec un animal infesté, le risque de contamination augmente. Tandis que l'Ilopango perturbe le climat, à l'autre bout du monde, c'est la famine dans la population qui est contaminée par la peste. Personne n'est épargné par l'épidémie qui se joue des barrières entre riches et pauvres. Un vent de panique s'empare de la population et l'empereur ne parvient plus à maintenir l'ordre public. Jusqu'au jour où tombe une terrible nouvelle. L'empereur, représentant de Dieu sur terre, est lui aussi victime de la peste. À l'échelle d'une vie humaine, rares sont les éruptions volcaniques qui déclenchent un bouleversement climatique, au point qu'on en oublie le risque qu'elles représentent. À l'échelle géologique, elles ont été fréquentes. En 2014, la Terre gronde à nouveau. Pendant des mois, le volcan islandais Bardarbunga crache de la lave et éjecte 35 000 tonnes de dioxyde de soufre par jour dans l'atmosphère. Personne ne peut prédire l'évolution de cette éruption, ni le moment où elle s'arrêtera. Le volcan se trouve au-dessous du plus grand glacier d'Europe. Si jamais la lave entrait en contact avec la glace, il pourrait se produire une explosion de vapeur et les gaz volcaniques seraient propulsés encore plus haut. Même sans explosion de vapeur, le dioxyde de soufre pourrait atteindre la France et l'Allemagne. Un bref retour dans l'histoire illustre les conséquences dévastatrices d'un tel phénomène. L'hiver 1784 est l'un des plus rudes que l'Europe centrale ait connu. Au printemps suivant, à la fonte des neiges, les rivières charrient des quantités de blocs de glace et débordent. Les crues violentes détruisent des ponts et engloutissent des parcelles entières de terre. Würzburg et d'autres villes sont touchées par des inondations sans précédent. À Cologne, le niveau des eaux atteint près de 14 mètres. Un triste record jamais égalé à ce jour. Des gaz volcaniques arrivés sur l'Europe occidentale seraient à l'origine de ces violentes intempéries. John Grattan, géographe à l'université du Pays de Galles, a rassemblé une série de témoignages de l'époque provenant de toute l'Europe. Le 23 juin 1783, les populations d'Europe centrale se sont réveillées dans un autre monde. Les arbres n'avaient plus de feuilles et une odeur âcre de soufre empestait l'air. Le Laki, un volcan islandais situé sur une longue fissure volcanique, est à l'origine de ce cataclysme. Entré dans une terrible éruption en 1783, il vomit plus de 6000 mètres cubes de lave par seconde et expulse 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre en l'espace de 8 mois. L'immense nuage qui en résulte se déplace vers l'Europe occidentale, où il perturbe fortement le climat. On a des témoignages très détaillés de personnes présentant les symptômes suivants. Difficultés respiratoires, sensation d'oppression, tachycardie,
fièvre, terrible diarrhée et pustules sanglantes. Selon certaines théories, l'éruption du Laki aurait joué un rôle dans le déclenchement de la Révolution française. Depuis, le Laki s'est rendormi. Imaginons un instant qu'il s'éveille à nouveau. Avec le niveau de pollution que nous connaissons aujourd'hui, les gaz volcaniques auraient un effet encore plus dévastateur. On estime qu'une telle éruption provoquerait 140 000 décès supplémentaires par an. L'Office fédéral pour la protection des populations est basé en Allemagne, à Bonn. Son rôle est de coordonner l'aide d'urgence en cas de crise. Christoph Unger est à la tête de cet organisme. Avec son équipe, il met au point des stratégies pour faire face à toutes sortes de situations critiques. Mais sommes-nous prêts à affronter les dangers des éruptions volcaniques et leurs conséquences? Pour l'heure, si de la poussière et des gaz volcaniques touchaient l'Allemagne, nous n'y serions pas préparés. Les conséquences d'un hiver volcanique sont comparables aux événements météorologiques extrêmes. Une vague de froid pourrait avoir des effets désastreux, comme cela a été le cas en 2005 en Allemagne, dans la région de Münster. Une violente tempête de neige a fait tomber des pylônes et provoqué des coupures d'électricité. 250 000 personnes se sont ainsi retrouvées dans le noir complet, dont certaines pendant plusieurs jours. Cet événement n'a toutefois pas eu de conséquences fatales. Imaginons maintenant un scénario où l'Allemagne entière subirait une panne générale d'électricité. Le pays tout entier serait alors précipité dans le chaos. Il n'y aurait plus de radio ni de télévision, plus d'ordinateurs, plus d'argent liquide, on ne pourrait plus rien acheter. Les stations-service ont besoin d'électricité pour distribuer de l'essence. Les systèmes de sécurité ne fonctionneraient plus. Tous les domaines de l'activité humaine seraient touchés. Au cours de ces dernières années, l'Allemagne a subi des vagues de froid et des inondations dévastatrices. Ces événements restent toutefois mineurs comparés à ceux qui ont suivi l'éruption du Laki au XVIIIe siècle. Sachant que le risque d'épidémie serait beaucoup plus important à l'heure actuelle, que se passerait-il si un tel cataclysme survenait aujourd'hui et si 30% de la population était contaminée? Il y aurait des problèmes de pénurie, car les chaînes d'approvisionnement seraient rompues. Cela poserait problème aussi dans le domaine de la sécurité des installations sensibles. Sans oublier la question de la vaccination. Qui serait vacciné et quand? Qui bénéficierait des maigres stocks de vaccins disponibles? Une épidémie à grande échelle aurait donc de graves conséquences dans tous les domaines de la société. Il en va de même au VIe siècle, lorsque la peste s'abat sur Constantinople. Les gens ignorent l'origine de ce fléau, ce qui ne fait qu'accroître leur peur. Ils sont dépassés par les conséquences de l'épidémie qui sème la mort, plonge la ville dans la panique et désorganise toute la société. L'équilibre de la civilisation byzantine vacille. Les conditions d'hygiène étaient mauvaises et le système immunitaire des gens était très affaibli. Tout cela a contribué à la propagation massive de la peste qui a fait des millions de morts. Les conséquences dramatiques ne s'arrêtent pas là. La peste fauche bon nombre de soldats et de citoyens payant l'impôt. La confiance dans le pouvoir de l'État est sérieusement ébranlée. Au cours des siècles suivants, l'Empire byzantin, affaibli, ne parvient pas à résister aux assauts répétés des troupes arabes. L'invasion arabe sonne le glas d'une époque. Depuis le règne de l'empereur Justinien, la population mondiale a augmenté et atteint aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus. Plus de la moitié vivent dans les villes et dépendent des transports, du commerce et des communications. Si une super éruption se produisait,
Serait-il possible de protéger toutes ces populations? À travers le monde, on compte 1500 volcans en activité, mais seule une centaine d'entre eux font l'objet d'une surveillance permanente par des observatoires spécialisés. Malgré ces mesures actives, une éruption reste toujours imprévisible. Même les chercheurs les plus chevronnés ne sont pas à l'abri d'une erreur. En 1993, une équipe scientifique internationale est en mission au sommet du Galeras, un volcan situé en Colombie. L'ambiance est décontractée et personne ne semble s'inquiéter à la vue d'un banc de brouillard qui bouche la vue sur le cratère. Soudain, les volcanologues sont surpris par une explosion de vapeur, bientôt suivie d'une pluie de roches volcaniques. Certains membres de l'équipe qui sont encore à l'intérieur du cratère se retrouvent pris au piège. 9 personnes trouveront la mort. D'autres sont grièvement blessées. La bonne ambiance qui régnait le matin a cédé la place au cauchemar. Le Galeras se réveille à nouveau. Cette fois, c'est la station de recherche qui est balayée. Pourtant, lors de la première éruption, les scientifiques la croyaient hors d'atteinte. On peut avoir tous les instruments possibles et imaginables pour mesurer les séismes légers ou les élévations du sol, qui sont les signes avant-coureurs d'une éruption, mais on ne peut pas toujours prévoir ces événements. Même lorsque les scientifiques savent qu'une éruption est imminente, peuvent-ils prévoir la manière dont elle va se dérouler? En 1980, le mont Saint-Helens annonce son réveil par une série de légers séismes. Ce volcan se trouve sur la côte ouest des États-Unis, à proximité des grandes villes de Portland et Seattle. Richard Waite, qui travaille pour le Bureau d'enquête géologique des États-Unis, a vécu l'éruption du mont Saint-Helens. Comme beaucoup d'autres, il pensait savoir ce qui allait se passer. Fin mars, tout le monde parlait des bosses sur les flancs du volcan. Les déformations s'amplifiaient et les pentes sont si raides qu'on craignait un glissement de terrain. On s'attendait à une série de petits glissements annonciateurs de l'éruption et on pensait que la population aurait le temps de se mettre à l'abri. L'éruption fait les grands titres des médias et attire de plus en plus de curieux. Mais rien ne se déroule comme prévu. Un séisme déclenche un spectaculaire glissement de terrain sur la face nord. La pression du magma dans le cratère chute alors brutalement, provoquant l'explosion d'une partie de la montagne. Des coulées de boue et des éboulis déferlent sur les pentes. Personne ne s'attendait à ça. Les coulées de boue ont déferlé sur une crête, puis sont descendues dans la vallée, avant de submerger la crête suivante, et ainsi de suite sur 20 ou 30 km. J'ignore jusqu'où exactement. Personne n'a rien vu venir. Les nuages de cendres et les coulées de boue emportent les malheureux qui tentent de s'enfuir. 57 personnes trouvent la mort, parmi lesquelles des scientifiques qui ont sous-estimé la violence de l'éruption. Toute la région est noyée sous la poussière volcanique. Au total, 540 millions de tonnes de cendres se dispersent sur près de 60 000 km². Il faut plusieurs semaines pour réaliser l'ampleur de la catastrophe. La montagne, amputée de son flanc nord, laisse apparaître un immense cratère béant. La zone est dévastée sur plus de 600 km². En comparaison, l'éruption de l'Ilopango au VIe siècle a été 10 fois plus puissante.
Si une éruption similaire à celle de l'île Opango se produisait près d'une ville de 2 ou 3 millions d'habitants, la technologie actuelle permettrait-elle de mettre tout le monde en sécurité? 67 métropoles se trouvent à proximité de volcans actifs. En comptabilisant toutes les victimes potentielles, on arrive à plus de 116 millions, sans compter les victimes indirectes touchées par les perturbations climatiques. Partout dans le monde, des scientifiques travaillent à la prévision du risque volcanique. La géologue Angela Diefenbach a mis au point un procédé révolutionnaire qui permet une meilleure prévision du déroulement de ces phénomènes. Elle a élaboré sa méthode sur un site qui illustre bien le caractère imprévisible du danger, le mont Saint-Helens. Angela Diefenbach, qui travaille pour le Bureau d'enquête géologique des États-Unis, propose de surveiller le volcan depuis les airs. Cette méthode simple et flexible a aussi l'avantage d'être à la portée des pays en voie de développement, où se trouvent de nombreux volcans sans surveillance régulière. On peut se servir d'un appareil photo compact ou d'un smartphone. Il faut qu'il soit équipé d'une bonne optique. Un appareil GoPro ne serait pas adapté à ce genre de prise de vue, car il déforme beaucoup trop l'image, et donc le sujet. Pour le moment, un bouchon de lave refroidi obture le cratère du mont Saint-Helens. Ce dôme de lave est dangereux, car la pression du magma s'accumule au-dessous. Toute altération de la surface pourrait signaler l'imminence d'une nouvelle éruption. Angela Diefenbach prend les photos sous un angle précis qu'elle a déterminé à l'avance. L'idée est très pertinente. À partir de ces seuls clichés, un logiciel effectue une modélisation en 3D du volcan. La moindre évolution est visible en comparant ces photos avec les données recueillies lors des vols précédents. Cette méthode peut être utilisée même pendant une éruption. En effet, c'est souvent au dernier moment que se dessine le comportement du volcan. Ce nouveau dôme de lave est apparemment moins dangereux, car son éruption a été très lente et il avait déjà refroidi au moment où elle s'est produite. Mais sur d'autres volcans, les dômes de lave risquent de s'effondrer à la suite de fortes explosions ou sous leur propre poids. Et cet effondrement provoque des coulées pyroclastiques extrêmement dangereuses. Le mont Saint-Helens est un volcan sous haute surveillance. Mais dans d'autres régions du monde, de nombreux volcans restent difficiles d'accès. En République démocratique du Congo, par exemple, un lac de lave bouillonne dans le cratère du Nyiragongo, qui se trouve dans la zone touchée par la guerre civile. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Tavourvour, situé dans une zone faiblement peuplée, émet un nuage de soufre qui peut atteindre n'importe quelle région du monde. Dans ces cas de figure particuliers, la méthode d'Angela Diefenbach présente un avantage considérable. Les scientifiques peuvent alerter la population, mais en aucun cas, ils ne peuvent empêcher une éruption. Dans les grandes villes où la technologie est omniprésente, les populations ont le sentiment de vivre en sécurité. Mais l'histoire leur a déjà donné tort. Aujourd'hui, l'île Opango a retrouvé son calme. Il semble aussi tranquille qu'avant l'éruption qui a ébranlé la planète au VIe siècle.
Que reste-t-il d'une civilisation frappée par un tel cataclysme? L'archéologue Payson Sheets de l'Université du Colorado estime qu'une nouvelle éruption cataclysmique est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Pour mieux comprendre les phénomènes de civilisation qui en découlent, il étudie l'histoire du lac Ilopango. Il y a 1500 ans, le paysage était à peu près le même qu'aujourd'hui, calme et grandiose, jusqu'à ce que le magma poussé vers le haut remonte dans la cheminée et provoque une explosion colossale. La cendre volcanique a recouvert toute la région. Le Salvador, qui était un paradis tropical, s'est alors transformé en désert blanc du jour au lendemain. Qu'en est-il aujourd'hui? Le cratère de l'Ilopango plonge à pic à une profondeur de 230 mètres. Il pourrait contenir 2,5 fois la Statue de la Liberté, socle compris. Des sources chaudes affleurent sur ses parois escarpées. Preuve que le magma continue de s'accumuler dans le cratère. Par endroits, il réchauffe l'eau jusqu'à 70 degrés. Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle éruption de l'Ilopango? Selon Payson Sheets, la réponse à cette question se trouve à 1200 km du volcan, au cœur du Mexique. Sur ce site, une civilisation précolombienne a vécu l'éruption de l'Ilopango. La cité perchée sur le haut plateau mexicain porte le nom de Teotihuacan, littéralement le lieu où les hommes deviennent des dieux. De cette civilisation, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Elle constitue le plus grand site archéologique du continent américain, qui abrite notamment la pyramide du Soleil. D'une hauteur de 65 mètres, c'est la 3e au monde par la taille. L'immense cité de Teotihuacan a été un modèle pour d'autres civilisations du Mexique ancien. Les raisons de son déclin et de sa chute restent toutefois un mystère. À la surface, la quasi-totalité des pierres a été retournée. Mais rien n'a été découvert. Le secret de la cité se trouve sans doute ailleurs. L'exploration du site s'avère difficile. Les archéologues n'ont trouvé ni traces écrites, ni d'autres éléments qui pourraient expliquer le déclin de la cité. L'archéologue Sergio Gomez a installé un chantier de fouilles à 14 mètres de profondeur sous l'une des pyramides. Il espère trouver des indices sur les élites dirigeantes de Teotihuacan. Il progresse dans un tunnel construit sous le temple de Quetzalcoatl, le célèbre serpent à plumes, l'un des dieux les plus vénérés dans la religion de Teotihuacan. C'est en 2003 que Sergio Gomez a fait par hasard cette découverte étonnante. À 100 mètres du centre de la pyramide, il a mis au jour un conduit menant à un tunnel. Depuis, les travaux d'excavation sont en cours. Les chercheurs vont envoyer un robot muni de caméras pour découvrir ce qui les attend à l'intérieur du tunnel. Les habitants ont creusé la galerie, puis ils l'ont rebouchée avec des tonnes de terre et de gravats. Sans bêtes de trait et sans véhicule, ils ont fourni un travail de titan pour construire ce lieu voué à rester caché à jamais.
Après plusieurs tentatives, le robot parvient à se faufiler dans le premier tronçon du tunnel. Les caméras dévoilent les premières images. À l'évidence, il s'agit d'un lieu de culte, d'une chambre funéraire secrète. Quel rituel se déroulait ici et dans quel but? À l'heure actuelle, nous faisons des fouilles dans le tunnel pour en savoir plus sur le système de gouvernement qui existait à l'époque préhispanique. Selon une de mes hypothèses, nous devrions trouver ici la tombe ou la dépouille de personnes associées au gouvernement ou au système politique de Teotihuacan. Depuis, les archéologues ont encore creusé la galerie sur plusieurs mètres. Mais aucune tombe de dignitaire n'a été découverte pour l'instant. Cependant, ils ont trouvé 75 000 artefacts qui constituent une véritable mine d'informations sur la civilisation de Teotihuacan. Coquillages des Caraïbes, statues, masques, récipients d'offrandes et sculptures, dont les ornements témoignent d'un savoir-faire remarquable. Il semble que les habitants aient eu des liens avec des civilisations très diverses. Rares sont les objets qui avaient une fonction utilitaire. Les trouvailles les plus singulières sont des couteaux rituels en verre, ainsi qu'un fragment de peau humaine. Teotihuacan a été la plus grande et la plus influente cité de son temps. Entre l'an 100 et l'an 500 de notre ère, elle a été à la tête d'un système étendu et complexe sur un vaste territoire. De plus, d'un point de vue symbolique, c'était la plus importante ville sainte jamais bâtie. Teotihuacan se trouve au centre du Mexique, à seulement 45 km de la capitale. Elle aurait servi de modèle à la ville de Mexico. Aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes vivent dans cette mégalopole. Les symboles modernes du pouvoir y sont visibles. La ville moderne, Mexico, et la ville ancienne, Teotihuacan, s'étendent toutes les deux à l'ombre du Popocatépetl. Mexico est à la merci des géants assoupis. En effet, cette région est traversée par la plus grande ceinture volcanique de la planète, la ceinture de feu du Pacifique. Cet arc volcanique bordant l'océan Pacifique coïncide avec un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles. Sur cet arc sont alignés la majorité des volcans du globe. Le Mexique en compte à lui seul près de 40. La plupart d'entre eux sont surveillés en permanence pour détecter d'éventuels mouvements sismiques, soulèvement du sous-sol et émission de gaz. Un de ces géants, le Popocatépetl, connaît une phase de réveil depuis les années 90. Pour l'instant, un dôme de lave obture sa cheminée. Au moindre signe d'activité, les instruments de surveillance déclencheraient l'alarme. Ramón Espinaza est le directeur adjoint de l'observatoire du Popocatépetl. Avec son équipe, il tente de prévoir les éruptions du volcan. Le dôme de lave qui bouge la cheminée empêche la sortie des gaz et la libération de l'énergie. Donc, l'énergie s'accumule jusqu'au jour où il y en aura suffisamment pour provoquer une explosion et faire voler en éclats le dôme.
Chaque mouvement du volcan pourrait annoncer une éruption majeure. C'est ce qui est arrivé en 2000. Alors qu'il dormait tranquillement depuis quelques années, il devient soudain menaçant. Les habitants des villages alentours sont évacués, de gré ou de force, jusqu'à ce que le géant retombe dans un profond sommeil. Il émet régulièrement de petits nuages de cendres. Beaucoup d'habitants, las de ces alertes à répétition, se refusent à quitter leur domicile à la moindre alerte. Esperanza Vázquez est psychologue. Elle pense que la légèreté des Mexicains face aux alertes n'est pas étrangère à la vision qu'ils ont de leur volcan. Les gens le contemplent et disent « là, il est content » ou « tiens, il tousse ». En fait, c'est juste une façon de s'exprimer. Cette vision des choses est typique du discours des habitants de la région. Certaines études que j'ai réalisées montrent que les gens d'ici considèrent le volcan comme une légende. Il fait partie du paysage. Ils en ont une image plus positive que les habitants venus d'ailleurs, qui, eux, le voient comme un danger objectif. Habiter près du volcan, cela fait partie de l'identité des gens d'ici. Ils le considèrent un peu comme un membre de la famille. Il n'empêche que le personnage familier peut devenir dangereux à tout moment. La psychologue informe les enfants et leur indique les consignes à suivre. Il faut couvrir l'eau, fermer le gaz et éteindre les appareils électriques. Il faut mettre un masque sur la bouche et des lunettes pour que la cendre ne fasse pas mal aux yeux. Je pense que c'est mieux que le volcan soit actif. Un volcan inactif peut se réveiller n'importe quand et on n'est pas vraiment préparé. S'il est actif, au moins on sait qu'une éruption peut arriver et on est mieux préparé. À seulement 320 km de Mexico, on peut voir les vestiges d'une église en partie enterrée sous la lave. Son histoire montre bien la fragilité de la croûte terrestre au Mexique. En 1943, au beau milieu d'un champ de maïs, le sol se soulève et se fissure brusquement. Stupéfaits, les habitants assistent en direct à la naissance d'un nouveau volcan qui atteint 50 mètres en 2 jours au fil des éruptions. Un an plus tard, il mesurera 336 mètres. La lave détruit tout. Seule l'église est en partie épargnée. Dix ans plus tard, après une interminable éruption, le volcan se tait enfin. Dans l'histoire du Mexique, il arrive souvent que la terre se fissure brusquement en crachant du feu. C'est ce qui s'est passé notamment au IVe siècle avec le volcan Chitlé. Une seule éruption a suffi pour que se forme son cratère. L'éruption de ce type de volcan peut prendre des proportions gigantesques. Celle du Chitlé a fait disparaître 70 km² de terre sous la cendre et la lave. La cité de Cuicuilco est entièrement détruite par le feu. Les habitants doivent quitter leurs terres en emportant le peu qu'ils peuvent sauver. Seule la pyramide résiste à la destruction. Actuellement,
Les vestiges de cette pyramide sont au cœur de Mexico, entre l'université et des quartiers résidentiels. Des secteurs entiers de la métropole moderne ont été bâtis sur des champs de lave. Sergio Gomez a suivi la trace des réfugiés de Cuicuilco. Leur disparition a entraîné une vacance du pouvoir dans la région. Il est frappant de constater qu'ils ont tous fui en direction de Teotihuacan. Au-delà des conséquences sur le plan géographique, cet événement a aussi influencé toute l'histoire sociale et économique de Cuicuilco, ainsi que celle de Teotihuacan qui commençait à se développer. Pour quelle raison? En l'absence de communauté rivale, Teotihuacan a pu créer un vaste réseau de liens économiques et sociaux qui lui a permis d'étendre sa domination à l'ensemble du territoire mésoaméricain. Plusieurs éruptions volcaniques sont à l'origine de grandes migrations. Ce n'est qu'à l'arrivée des réfugiés que commence la construction des pyramides. Qu'est-ce qui attire ces populations à Teotihuacan? C'est dans le système religieux de la cité que réside une partie de la réponse. Le peuple a en effet scellé un pacte avec les dieux en pratiquant des rites qui lui permettent de mieux affronter les catastrophes naturelles. Les prêtres n'hésitent pas à pratiquer des sacrifices humains. Aujourd'hui, le danger n'est toujours pas conjuré. Les géants assoupis n'ont pas dit leur dernier mot. Selon le chaman Don Epifanio, cultiver la foi est encore la meilleure manière de vivre à l'ombre des volcans. Pour commencer, nous nous en remettons toujours à Dieu. Le volcan est le lieu idéal pour demander ce dont nous avons besoin. C'est le lieu où l'Esprit de Dieu descend sur terre. Là, nous demandons tout ce qu'il nous faut. Au-delà du danger, le volcan incarne aussi la vie. Il en a toujours été ainsi. Pour moi, c'est une grande église. Pour nous, les Mexicains, le visage de Dieu est une église à l'intérieur de laquelle tout le monde ne peut pas voir. Je vous le dis car moi, je l'ai vu en rêve. C'est à cet endroit que l'Esprit de Dieu descend sur terre. Nous montons là-haut pour demander la nourriture dont nous avons besoin. Dans les villages proches du Popocatépetl, la vie semble avoir suivi un cours immuable. La cendre des dernières éruptions s'est déposée tout autour du volcan. Dès que le géant s'assoupit quelque temps, elle façonne des terres extrêmement fertiles. Mais cette fertilité a un prix. Le volcan a expulsé ses pierres à des kilomètres à la ronde. S'il y avait une grande éruption plinienne, il se formerait une immense colonne de cendres qui pourrait atteindre la stratosphère à 15-20 km d'altitude. Toute cette matière retomberait ensuite en formant des coulées pyroclastiques.
Elle dévalerait les pentes en direction des villages des environs, ce qui représenterait évidemment un grand risque pour la population. Les coulées pyroclastiques comptent parmi les phénomènes volcaniques les plus dangereux et aussi les plus traîtres, car on ne les détecte pas d'emblée. Assez lentes au départ, elles finissent leur course à une vitesse de l'ordre de 400 km/h, engloutissant tout sur leur passage. Il est extrêmement dangereux de les étudier de près. Mais c'est justement ce risque qui semble attirer les volcanologues. Dans les années 70, Katia et Maurice Kraft sont des sommités du monde de la géologie. Au péril de leur vie, ils vont assister aux éruptions volcaniques dans le monde entier, s'approchant toujours plus près des cratères pour les filmer et les analyser. Ils rêvent de filmer de près une coulée pyroclastique. En 1991, le mont Hunzen au Japon montre des signes accrus d'activité. C'est l'un des volcans les plus dangereux du pays. Katia et Maurice Kraft saisissent l'occasion de réaliser leurs rêves. Tandis qu'ils commencent à gravir le mont Hunzen, ils disparaissent tragiquement, emportés par une coulée mortelle. Au Smithsonian Institute de Washington, à l'abri du danger, un géologue étudie les coulées pyroclastiques pour tenter d'anticiper leur trajectoire. Benjamin Andrews a inventé un nouveau procédé permettant d'analyser ces coulées d'une température de l'ordre de 700 degrés sans risquer sa vie pour autant. À cette fin, il utilise notamment un ingrédient surprenant, le talc. C'est de la poudre minérale. Elle a été moulue et passée au tamis pour que toutes les particules aient la même finesse. C'est vraiment comme du talc, excepté l'odeur et le conditionnement. On l'achète en sac de 40 kg au lieu de flacons de 800 grammes. La taille et le poids des particules sont déterminés avec précision. En laboratoire, Benjamin Andrews peut tester différents scénarios en toute sécurité. Pour simuler la présence de montagnes, il fabrique des obstacles à échelle réduite. Les coulées sont extrêmement dangereuses car elles se déplacent à très grande vitesse. Elles sont très épaisses et brûlantes. Leur aspect cotonneux est trompeur. Elles sont en fait composées de cendres, de roches et de pierres ponces. Et elles ont la capacité de tout anéantir sur leur passage. La lumière laser rend visible le comportement des coulées. Quand leur température est relativement basse, elles passent aisément au-dessus de l'obstacle. Benjamin Andrews fait augmenter la température des particules en les passant au grill. Il veut savoir si la cendre brûlante réagit différemment. Effectivement, elle ne franchit plus l'obstacle, mais s'élève dans l'air. Nos expériences contribuent à élaborer de meilleures cartographies des risques en s'appuyant sur deux données: la distance que peuvent atteindre les coulées et la manière dont elles interagissent avec la topographie. Au Mexique, les autorités mènent des recherches similaires pour évacuer dans les meilleures conditions
la zone de danger autour du Popocatépetl. La dernière grande éruption remonte à environ 2000 ans. Il serait irresponsable d'oublier que la probabilité d'une nouvelle éruption augmente avec le temps qui passe. À chaque mouvement de la montagne, la tension monte d'un cran. Si les instruments de mesure déclenchaient l'alarme, 20 millions de personnes se retrouveraient en danger. Ici le Sénapred, pour le Popo, à vous. De petites explosions et des séismes légers comme celui-ci pourraient à tout moment annoncer le début d'une éruption importante. Ici le Popo, je vous reçois 5 sur 5. Terminé. Les préparatifs en vue d'une situation d'urgence sont méticuleux. Mais il serait impossible d'évacuer toute la population de la ville. Une pluie de cendres provoquerait de graves dommages pulmonaires parmi la population, ainsi que d'importants dégâts matériels. Le volcanologue allemand Klaus Ziebe travaille depuis 20 ans à Mexico. Il évalue notamment l'ampleur des retombées d'une grande éruption. Vu la densité de population, la situation de la ville et son infrastructure en piteux état, une pluie de cendres lui serait fatale. Mexico est un cas particulier, car c'est la seule métropole qui ne soit pas implantée au bord d'un fleuve ou de la mer. Les canalisations urbaines sont déjà surchargées. En cas de forte pluie, elles débordent toujours. S'il arrivait que les eaux usées inondent la ville, cela entraînerait la propagation d'épidémies et bien d'autres problèmes. Mexico vit sous la menace des volcans et elle est au bord de l'asphyxie. Mais contre toute attente, de plus en plus de personnes cherchent à s'y installer. D'un autre côté, vivre près d'un volcan présente certains avantages. L'ancienne cité de Teotihuacan a d'ailleurs su en tirer parti. Elle est ainsi devenue le berceau d'une grande civilisation. Grâce à la cendre volcanique, la terre est devenue fertile. Mais Teotihuacan n'a rien d'une communauté d'agriculteurs. Qu'est-ce qui rend alors la cité si attractive? Imaginez, c'était la civilisation la plus florissante de toute l'histoire de la Mésoamérique dans les domaines politiques, économiques et religieux. C'est incontestable. Teotihuacan, comme Mexico, s'étend sur un haut plateau loin de l'océan. Ses habitants ont toutefois de quoi assurer leur subsistance. L'ensemble de la population est prospère. Bientôt, la ville dépasse en taille la Rome antique. Teotihuacan était une ville de plus de 100 000 habitants, avec des rues bien entretenues, des quartiers résidentiels et des immeubles d'habitation. L'agriculture était productive. Il y avait des routes commerciales qui descendaient jusqu'à l'actuel Guatemala, jusqu'au Belize et au Salvador, et d'autres qui montaient jusqu'au Nouveau-Mexique. Les volcans fournissent la matière première qui assure la richesse de la cité, l'obsidienne. De nombreux artisans travaillent cette roche noire et brillante pour en faire des bijoux, des reliques et des outils. Par ailleurs, Teotihuacan vend des armes dans toute l'Amérique centrale. Les armes sont des marchandises essentielles à l'époque. Elles constituent une monnaie d'échange pour se procurer aliments, produits cosmétiques et produits de luxe. Grâce à l'obsidienne, Teotihuacan devient l'une des premières cités marchandes modernes d'Amérique centrale.
Il y a des preuves de la présence et de l'influence de Teotihuacan au Guatemala, au Honduras et même au Salvador. Teotihuacan avait sans aucun doute une forme de contact, de communication avec ces populations. La ville prospère grâce au volcan. L'île Opango s'élève à l'extrémité sud des routes commerciales. L'explication de la chute de Teotihuacan se trouverait-elle ici, à 1200 km de la cité? Dans cette région, comme à Teotihuacan, les sacrifices humains étaient destinés à apaiser la colère du volcan. Ces statues chrétiennes ont été déposées ici par les générations postérieures en mémoire des victimes. Mais y a-t-il une relation entre l'île Opango et la chute de Teotihuacan? Pour Payson Sheets, qui a étudié l'éruption de l'île Opango ces dernières années, l'acuité du danger est plus que jamais d'actualité. Les gens aimeraient croire qu'il ne se réveillera pas. Désolé. Désolé, mais cet endroit n'est pas idéal pour un investissement à long terme. Grâce aux recherches menées par Payson Sheets et Robert Dull, on peut avoir une idée du scénario susceptible de se reproduire ici ou ailleurs. Ça peut paraître un peu égoïste, mais en tant qu'archéologue, j'ai tendance à voir les centaines de sites archéologiques ensevelis sous les cendres de l'île Opango. Ils datent tous de la même période. L'île Opango a entraîné la chute d'empires pourtant très éloignés du site volcanique. La puissance de ce géant est phénoménale. Lorsqu'il entre en éruption au début du VIe siècle, ces nuages de soufre occultent une partie du rayonnement solaire, du Salvador jusqu'à Constantinople, provoquant un dérèglement climatique pendant des années. De terribles sécheresses s'abattent sur une grande partie de l'Amérique. Le réveil du géant coïncide avec le début du déclin de Teotihuacan. La population a été durement touchée par le bouleversement du climat qui a apporté plus d'une décennie de froid et de sécheresse. À Teotihuacan, ces événements ont ébranlé la confiance dans le système en place. L'éruption de l'île Opango est le plus grand cataclysme qu'ait connu la cité au cours des 2 derniers millénaires. Le pacte avec les dieux et la toute-puissance des prêtres perdurent pendant 500 ans. Les sacrifices sanglants font taire le volcan et apportent la pluie, assurant la fertilité des terres et la prospérité de la population. Jusqu'à ce qu'un jour, la pluie s'arrête et ne tombe pas pendant plusieurs années. Les dieux semblent avoir délaissé la ville sainte. Un incendie faisait rage dans l'allée des morts, le long des temples. Pendant longtemps, on a cru que c'était un incendie accidentel, mais pas du tout. Il a été déclenché volontairement. Furieux, les habitants mettent le feu aux symboles sacrés qui ne les protègent plus. Beaucoup d'habitants ont alors abandonné la ville, qui n'a plus jamais retrouvé sa puissance politique, économique et religieuse. L'histoire montre que plus une civilisation est grande et complexe, plus sa disparition peut être brutale
après une catastrophe naturelle. « 1500 ans après l'Ilopango, l'Eyjafjöll, situé en Islande, connaît lui aussi un réveil brutal. Son éruption montre combien nos sociétés modernes restent vulnérables. Le phénomène tant redouté se produit alors. L'interaction entre le magma et la glace provoque un violent choc thermique qui entraîne une explosion de vapeur. L'énergie libérée contribue à fractionner la roche fondue, produisant des particules de cendres très fines qui sont expulsées dans l'atmosphère. Un nuage toxique de cendres et de fluor se répand sur la région. Il faut évacuer quelques 500 personnes. Les agriculteurs islandais sont particulièrement touchés par l'éruption, dont les répercussions se font sentir bien au-delà du pays. Porté par les courants atmosphériques, le nuage se déplace au-dessus de la mer du Nord jusqu'en Europe centrale. Il atteint notamment la France et l'Allemagne en avril 2010, où il entraîne une très forte perturbation du trafic aérien. Dans les aéroports européens, quelques 100 000 vols sont annulés. L'ampleur de l'éruption de l'Eyjafjöll est toutefois à relativiser. Le volcan a éjecté 0,14 km3 de matériaux dans l'atmosphère. En comparaison, les éruptions du mont Saint-Helens et de l'Ilopango sont respectivement 10 fois et 100 fois supérieures. Quant à l'éruption d'un supervolcan, elle serait 1000 fois plus importante. Personne ne peut imaginer l'ampleur d'une éruption du Yellowstone si elle se produisait aujourd'hui. Compte tenu de ses dimensions faramineuses, il n'est pas facile de visualiser le Yellowstone. Ce supervolcan est l'un des plus gigantesques de la planète. Il semble dormir paisiblement, lové dans les montagnes rocheuses du Wyoming. Henry Isler, géologue, travaille pour le parc national de Yellowstone. Il y surveille notamment les geysers, seul signe visible de l'activité du géant. Les célèbres sources chaudes de Yellowstone attirent chaque année près de 3 millions de visiteurs. Elles sont un peu comme la Belle et la Bête. Certes, elles sont magnifiques, mais elles émettent de la vapeur qui dépasse les 100 degrés. L'environnement est acide, avec un pH 1 ou 2 similaire à l'acide de batterie. Au niveau du sol, il y a des émanations géothermiques toxiques. Comment aménager un parcours sécurisé pour que les visiteurs puissent profiter en toute quiétude de la vue, des sons et des odeurs qu'offre le site géothermique? Les visiteurs ne se rendent pas compte que le continent américain dérive très lentement sur un gigantesque réservoir de magma. Ils admirent le superbe spectacle naturel sans craindre le danger. Pourtant, les quelques 2000 séismes légers et autres soulèvements du sol répertoriés chaque année sont autant de signes de l'activité du géant. Anticiper la date de l'éruption du Yellowstone est impossible. Les scientifiques n'ont d'autre choix que d'observer le volcan. Un coup d'œil sur l'histoire du Yellowstone en dit long sur les scénarios possibles. Ces éruptions ont expulsé une quantité énorme de matériaux dans l'atmosphère. Il n'y a pas eu de forte explosion,
Ça ressemblait plutôt à la cuisson d'une tourte aux pommes. La croûte a gonflé, a formé une bulle qui a fini par éclater, laissant échapper d'un coup la vapeur, puis la croûte est retombée. À quelques kilomètres seulement sous la surface, le magma se ferait un chemin à travers la croûte terrestre comme un chalumeau. Depuis 2015, on estime que le réservoir de magma a atteint le volume colossal de 46 000 km3. La dernière grande éruption du Yellowstone remonte à 630 000 ans. Elle entraîne la disparition de toute forme de vie dans un rayon de 100 km. La pluie de cendres qui se propage retombe ensuite dans un rayon de 500 km autour du volcan. Le reste de la planète est plongé dans l'obscurité pendant plus d'une décennie. Compte tenu de la densité des villes, les populations actuelles n'arriveront pas à faire face à une super éruption. Elles seront transformées en précieux matériaux archéologiques, certes, mais on ne peut pas dire qu'elles survivront à l'épreuve. Le nuage du Yellowstone pourrait précipiter la planète dans un petit âge glaciaire. Sous l'épaisse couverture de cendres et de soufre, les tropiques deviendraient des contrées glacées et il deviendrait impossible d'approvisionner les mégalopoles. Ces super-éruptions sont extrêmement rares. Elles ne surviennent qu'une à deux fois par période de 100 000 ans. Même l'activité des volcans plus modestes le montre. Nul ne sait quand notre belle planète, pour l'instant assoupie, se réveillera pour de bon.